quel meilleur timing que celui d'être enceinte jusqu'au cou pour lancer ma chaîne YouTube. Et vous me retrouvez donc en saison 2 mariée officiellement et avec un ventre très arrondi. J'ai donc pas mal de choses à vous raconter. Eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et bienvenue dans la saison 2 de Oui mais. Et quelle saison en perspective les amis, car non seulement vous pouvez évidemment écouter cette saison mais également la regarder. Une saison 2 donc améliorée, une saison 2 filmée dans ce magnifique studio à Nice. Donc je vous conseille, si jamais vous m'écoutez sur Spotify, de lancer la version vidéo. Et si jamais vous êtes sur d'autres plateformes, rendez-vous sur YouTube pour découvrir tout ça. Car oui, je me suis dit, quel meilleur timing que celui d'être enceinte jusqu'au cou pour lancer ma chaîne YouTube. Parce qu'effectivement, vous m'avez laissé en saison 1, pas encore mariée, avec un ventre relativement plat. Et vous me retrouvez donc en saison 2 mariée officiellement et avec un ventre très arrondi. J'ai donc pas mal de choses à vous raconter. Parce que s'il y a bien des paramètres que je voulais absolument conserver dans cette nouvelle saison, c'est le ton de mon podcast. C'est l'effort quasi littéraire que je me suis imposé depuis le départ dans les épisodes où je vous parle seule. Et c'est cette proximité qui s'est installée entre nous. Je vous ai livré des parties de moi-même que je n'aurais jamais pensé dévoiler, honnêtement. Et lire vos réactions et messages, vos expériences parfois similaires, en retour, m'a fait beaucoup de bien. L'exercice ressemble de plus en plus à une espèce de thérapie collective, comme une lecture à voix haute et devant assemblée d'un journal intime. Et ceux qui sont devant la vidéo de cet épisode comprennent normalement encore mieux toute la symbolique, tout le symbole. Donc sans vous spoiler, s'il y aura davantage d'invités dans cette saison 2, maintenant que je peux les recevoir dans un véritable espace et que je n'enregistre plus seule dans mon lit avec mes 2 chats, les épisodes où je suis seule, ces moments vraiment entre vous et moi, où je vous écris à cœur ouvert et où je vous parle à cœur ouvert, ne vont pas disparaître pour autant. Donc, j'ai conclu la première saison en février dernier, et on se retrouve aujourd'hui normalement en juin, si nous respectons notre timing de publication. Je suis enceinte de plus de 7 mois, d'un petit garçon. Je suis mariée à son papa, et nous avons officialisé notre union en très petit comité à la mairie de Nice, avec juste nos familles et nos plus proches amis. Je pense qu'on était une 30aine en tout, à la fin du mois de mars. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi c'était important pour moi et pour nous qu'on soit officiellement mariés avant l'arrivée du bébé. Pour qu'on ait tous les 3 le même nom de famille, peut-être, ou par superstition, ou à cause de ma psychorigidité chronique et maladive. J'aime quand les choses sont carrées, j'aime quand les choses sont clairement établies. Ou bien à cause d'une logique inconsciente, résolument archaïque et pour le moins farfelue dans notre cas, parce que ni Max ni moi ne sommes baptisés, ni n'avons reçu la moindre éducation religieuse. Et historiquement, ce sont les religions, surtout les 3 religions monothéistes, qui ont établi et influencé l'idée selon laquelle on devrait se marier avant de faire un enfant, en condamnant par exemple toute relation sexuelle hors mariage, en qualifiant de bâtards ou d'illégitimes les enfants nés hors mariage, etc. Mais figurez-vous que j'ai appris que cette idée a également été renforcée par la morale sociale et le droit. En France, écoutez bien, en France, jusqu'en 1972, l'enfant né d'une femme non mariée était stigmatisé, au même titre que sa mère, par la société et par la justice, c'est-à-dire pas d'héritage automatique, pas de pension alimentaire obligatoire et pas d'obligation de reconnaissance pour le père, bref, des droits restreints. Et si un début d'égalité juridique a été amorcé au début des années 1970, donc, il a fallu attendre 2006. 2006 pour que toute différence ou hiérarchie entre les enfants
soit supprimée pour que les notions d'enfant illégitime ou adultérin soient bannies du Code civil et qu'un article, l'article 310, dise clairement que tous les enfants sont égaux aux yeux de la loi. Il y a à peine 20 ans donc, la justice française faisait encore des distinctions de valeur entre les enfants selon la situation amoureuse de leurs parents. C'est aberrant. Voilà. Pardonnez cette légère digression historique. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur ce petit mariage civil avec monsieur dans un autre épisode. Mais donc, si vous avez fait le calcul, comme je suis dans mon 7e mois de grossesse, je me suis mariée enceinte, j'ai terminé la saison 1 enceinte, et c'est d'ailleurs en partie ce pourquoi je ne me sentais plus de vous proposer un épisode par semaine. Ce rythme était beaucoup trop prenant pour moi. J'étais absolument exténuée dans mon début de grossesse. Là, dans les 3 derniers mois, j'ai l'impression que mon énergie se régule un petit peu. Et c'est peut-être dû au fait que je sois forcée de me reposer, de rester allongée un maximum. Alors sans arrêter de vivre, hein, bien sûr, je ne dois pas être hospitalisée ni rester alitée 24/24, mais je dois éviter tout effort physique. Je dois limiter mes déplacements, surtout en voiture, et ne pas maintenir une position assise ou debout trop longtemps. Toutes ces précautions se justifient car mon placenta est positionné trop bas et recouvre l'orifice du col de mon utérus. Alors c'est un petit peu technique. Donc je vais tenter de vulgariser ce jargon, surtout que vraisemblablement il n'y a pas uniquement des femmes enceintes qui vont m'écouter ou me regarder dans cet épisode. En fait, le placenta, c'est un organe temporaire que le corps des femmes, quelle merveille, que le corps des femmes, s'il vous plaît, que le corps des femmes fabrique après la fécondation et qui joue un rôle littéralement vital pour le bébé, qui fait le lien entre la maman et son bébé. Cet organe, il est expulsé à la fin de la grossesse et il est relié au bébé par le cordon ombilical et il permet de le nourrir, de le protéger, de le faire respirer, etc. Il se fixe direct à la paroi de l'utérus et il s'implante généralement en haut de l'utérus. Pour la grande majorité des femmes, c'est l'insertion que les médecins considèrent donc comme normale. Dans mon cas, encore une fois, il n'est pas en haut, il est tout en bas de l'utérus et il recouvre donc l'endroit où le bébé doit passer normalement pour sortir par voie naturelle. Plus la grossesse avance, plus l'utérus grossit de façon d'ailleurs spectaculaire, donc mon placenta peut s'étirer lui aussi et de fait remonter un peu et libérer le passage pour le bébé en quelque sorte. On le saura à la prochaine échographie, on saura si le placenta a bougé et si je peux avoir une fin de grossesse plus tranquille, entre guillemets, et un accouchement classique, ou s'il reste trop bas et qu'on doit programmer une césarienne plus tôt que la date de fin de grossesse, avant la moindre contraction. En fait, comme le placenta est cet organe quasi magique et extrêmement précieux que je vous ai décrit, qui maintient littéralement le bébé en vie, il ne faut surtout pas qu'il soit endommagé. Et étant donné sa position dans mon corps, si jamais j'ai des contractions et qu'une grosse pression est exercée sur mon col de l'utérus, le placenta risque de se décoller et ce décollement peut provoquer une hémorragie. C'est pour ça que ma gynéco m'a donc naturellement invitée au repos et que je dois rester vigilante. Au-delà de cette petite complication, bébé se porte comme un charme, donc moi aussi. Il bouge beaucoup, il grandit bien, il grossit bien. J'ai tellement hâte de la prochaine échographie pour le revoir. J'ai rendez-vous avec ma gynéco chaque mois pour contrôler la grossesse. Et ce bébé a quelque chose de miraculeux. C'est bizarre pour moi de l'écrire comme ça et de vous le lire et de vous le dire, car avec son papa, on l'a vraiment vécu comme une évidence, cette grossesse. Donc il y a une véritable ambivalence dans mes sentiments. Parce que le miracle, ça évoque le mystère, l'extraordinaire, l'inattendu, ou plutôt l'inespéré, alors que l'évidence, elle est implacable, elle est imposante, elle est certaine. Et ce bébé, pour moi en tout cas, c'est les deux à la fois. Je vous ai confié mes craintes à ce sujet, mes craintes quant à ma capacité de tomber enceinte après mon cancer,
après mes 6 mois de chimiothérapie, après les effets secondaires néfastes sur mon corps et une réserve ovarienne largement diminuée pour une jeune femme de mon âge, je ne vous ai pas parlé, en revanche, de ma fausse couche. C'était pas la partie la plus facile à écrire. J'ai beaucoup hésité avant de vous le confier, mais de mettre des mots dessus, de le consigner dans ce carnet, ça m'a finalement fait beaucoup de bien. Je vous fais la chronologie des faits. Max m'a demandé en mariage le 18 octobre 2024, lors d'un séjour féerique au Ritz à Genève. Tout était parfait. On projette une grande fête en août ou septembre 2025. Et on se dit, à ce moment-là, qu'on peut essayer d'avoir un bébé. Sans pression, sans timeline, sans impatience. Juste, on essaie. Et si ça prend 1 an ou plus, eh bien, ça prendra le temps que ça prendra. Il connaît mon histoire, il connaît mes doutes. Le 17 novembre 2024, les seins légèrement douloureux, je fais un test de grossesse dans mes toilettes, puis un autre. J'avais insisté pour que Max aille les chercher à la pharmacie, et les 2 tests sont positifs. Le lendemain, donc 1 mois pile après nos fiançailles, le 18 novembre 2025, direction le laboratoire pour une prise de sang qui confirme ce qui semblait jusqu'alors si lointain. Je suis enceinte. On est heureux. Max rentre du travail avec des recettes et menus spéciaux pour un début de grossesse parfait, imprimés sur une 15aine de feuilles A4 avec lesquelles il tapisse le frigo et les murs de la cuisine. Je m'en rappelle, ça m'a fait tellement rire qu'il rentre du travail avec toutes ces feuilles dans les mains. Il veut préparer ce qu'il y a de mieux et de plus savoureux pour sa future femme et le futur bébé. Moi, je n'en reviens pas de la facilité avec laquelle c'est finalement arrivé, juste quelques semaines, quelques jours seulement, après avoir décidé d'essayer. On n'en parle à personne. Je prends rendez-vous avec une sage-femme le 26 novembre et là, je ressens une hâte que j'ai vraiment du mal à contenir. J'ai hâte de savoir depuis quand je suis enceinte, hâte d'avoir une image pour finir de rendre cette grossesse concrète, d'apercevoir ce petit point, cette petite tache qui sera mon futur bébé au stade d'embryon. Le 26 novembre arrive enfin, Max est avec moi et on ne voit rien, mais rien. On ne voit rien du tout. La sage-femme insiste, elle cherche, elle appuie, elle me demande de mettre mes poings sous mes fesses pour surélever mon bassin et avoir un autre angle car j'ai un utérus rétroversé, mais rien n'apparaît à l'échographie. Rien n'est visible à l'image. Elle en conclut que c'est trop tôt, que je dois être enceinte de 4 semaines peut-être à peine, ce qui pourrait être cohérent avec les résultats de la prise de sang. Elle me demande donc d'en faire une seconde pour contrôler l'évaluation de la grossesse. Je suis déçue, je suis frustrée, je suis un petit peu triste. J'attendais tellement ce rendez-vous pour apercevoir quelque chose que j'ai un peu du mal à faire le tri dans mes émotions à ce moment-là. Je me rue au laboratoire directement en sortant du rendez-vous avec la sage-femme. Et le lendemain matin, Max part au travail à 6h. À 6h30, n'arrivant pas à me rendormir, je vais aux toilettes et il y a du sang dans ma culotte. Je comprends. J'appelle Max qui me dit de ne pas paniquer, d'attendre les résultats de la prise de sang. Et en soi, il a raison parce que de légers saignements au début de la grossesse ne sont pas nécessairement annonciateurs du moindre problème. Sauf qu'un peu plus tard dans la matinée, les résultats arrivent et montrent bien que le taux d'hormones de grossesse a baissé depuis 10 jours, ce qui valide la fausse couche. Max quitte le bureau et débarque à la maison. On s'allonge sur le canapé, il me prend dans ses bras, il me parle, me serre très fort. Je pleure, un peu. Je ne pleure pas des torrents de larmes. Quelques larmes seulement ruissellent sur mes joues en silence. Et c'est mon mari qui m'a raconté ça quand je lui ai demandé justement qu'on reparle de cette fausse couche, de ce moment de nos vies, lorsque j'étais en train d'écrire cet épisode. Je ne me rappelle absolument pas de ce moment, mais absolument pas. Je ne me rappelle de rien à part du sang. Et ce sang n'était pourtant même pas spécialement abondant. Il ne s'est même pas accompagné d'une véritable douleur. Il était juste là, d'une épaisseur un peu bizarre, anormale.
Je me rappelle de cette image-là, mais de rien d'autre ensuite. Max est aux petits soins les jours suivants, évidemment. Il essaie de me rassurer comme il peut. Il me dit par exemple que ce qu'il faut retenir, c'est que ça fonctionne. Je peux tomber enceinte. Moi, à l'inverse, je ne le vis pas du tout, mais alors pas du tout de cette façon. Je me dis au contraire que non, du coup, ça ne fonctionne pas. Ça a tenu quelques semaines à peine. J'ai sans doute un problème, et c'était sûr, quoi. Je reste au lit, je me renferme, je lis plein de choses sur les fausses couches précoces ou non. J'apprends que c'est finalement, malheureusement, fréquent, surtout dans les 3 premiers mois. Je me remets au travail petit à petit. J'enregistre un épisode de mon podcast à moitié honnête, où je vous confie justement toutes mes peurs autour de ce sujet, sans vous dire exactement et précisément ce qui les a ravivées. C'était une période, là quand j'ai essayé de m'en rappeler pour vous écrire tout ça, pour vous faire cet épisode, qui est vraiment encore très flou dans mon esprit. Donc grâce aux souvenirs de Max et à lui, ce qu'il a vécu et comment il l'a vécu, je m'y replonge un petit peu, mais c'était vraiment pas facile. J'en parle à mes meilleurs amis et à ma mère, mais je leur annonce comme on annoncerait une anecdote sans grande importance sur un SMS au milieu d'une conversation, quoi. Et la vie reprend son cours. Les fêtes de fin d'année arrivent, mon petit frère est à Paris, ma mère est au Vietnam, le reste de ma famille dans la Creuse et moi dans le Sud. C'est la première fois depuis ma naissance que je passe Noël sans mon frère et sans ma mère et je suis triste. Avec ce qui m'est arrivé, le contexte de ne pas pouvoir se retrouver avec les personnes qui comptent le plus pour moi dans un moment de réunion familiale, je suis triste. Je ne le montre évidemment pas. Et puis, de toute façon, fin décembre, on monte quand même à Guéret une fois ma maman rentrée de son voyage et on passe le nouvel an avec ma famille. Nous voilà donc enfin dans ma petite campagne. Ça me fait beaucoup de bien et on prévoit un retour à Nice le premier week-end de janvier. Car Max a eu l'excellente idée de nous inscrire à une course de 10 km sur la promenade des Anglais, alors que je ne cours pas et que je n'ai jamais couru cette distance de ma vie. On s'est entraîné un peu en décembre, j'ai dû faire 5 puis 7,5 km en détestant chaque seconde, mais lui ça lui fait plaisir qu'on fasse ça à 2, il va adapter son rythme pour être avec moi toute la course. Allons-y. À Guéret, j'ai un peu mal au sein, je fais des blagues en disant que je suis enceinte, donc on doit annuler la course. Mais évidemment, je les cours ces 10 km avec littéralement 0 envie, 0 plaisir, et mon mari qui m'encourage à côté. Et mes premiers 10K, je les ai courus en un temps apparemment pas dégueulasse pour une personne qui ne pratique pas la course à pied et de surcroît déteste ça. J'ai fait un temps de 1 heure et 6 minutes. J'en suis sortie au bout de ma vie. 2-3 jours plus tard, j'ai toujours les seins douloureux et j'ai l'impression quand même de connaître très très bien mon corps depuis mon cancer. Donc je demande encore à Max, inlassablement, de me ramener un test de grossesse, de passer à la pharmacie. Il me le ramène. Le test est positif. Tout se bouscule dans ma tête. Le 27 novembre, je fais une fausse couche, donc. Et le 8 janvier, je fais pipi sur un test qui ressort positif, je suis de nouveau enceinte. Je prends rendez-vous première heure au laboratoire le lendemain et le test sanguin confirme bel et bien une nouvelle grossesse. Le 14 janvier, je suis de nouveau devant la sage-femme pour une échographie et cette fois, un petit embryon de 11 mm apparaît à l'écran et on entend son cœur. C'est fou, c'est le plus beau son du monde. Je sais pas pourquoi je suis émue comme ça, enfin bref. Donc, la sage-femme date le début de la grossesse. C'est les hormones. Donc, la sage-femme date le début de la grossesse au tout début du mois de décembre, la semaine d'après la fausse couche donc. On est très heureux et j'y crois davantage que la fois d'avant. On se dit que notre amour est tellement fort qu'il est implacable et que c'était évident. J'ai chaud en plus. Pardon. On décide de n'en parler à personne avant d'être sortis des 3 premiers mois. Et aujourd'hui, nous voilà dans le 7e mois.
On sera bientôt 3 à la maison, enfin 5, avec nos 2 chats. J'ai du mal à réaliser. Je suis très très reconnaissante. Chaque matin, non en réalité à chaque coup que me donne mon bébé, à chaque fois que je le sens bouger dans mon ventre, à chaque fois que Max se penche pour lui parler, je me dis que j'ai une chance inouïe. Alors ce n'est pas fini, on n'est pas au bout, j'espère que tout se déroulera au mieux, et en tout cas je vais tout faire pour. Ah, et évidemment, je tourne des épisodes dans mon dernier trimestre de grossesse avec les hormones en ébullition. Je décide de parler de moments de ma vie très intimes. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et évidemment, je pleure uniquement quand on décide de filmer le podcast. Bah écoute, Agathe. Bravo. Excellent. En réalité, écrire tout ça et le partager, ça me fait beaucoup de bien. Parce que sur mon compte Instagram, j'ai tenu au courant brièvement ma communauté et les femmes qui me suivent de l'avancement de ma grossesse. J'ai évoqué la position de mon placenta. Chaque story sur le sujet donne d'ailleurs lieu à des articles sur la presse web. Et j'ai donc reçu beaucoup de messages de mamans et surtout de futures mamans qui sont enceintes en même temps que moi et qui pour certaines rencontrent la même problématique. Et lire leurs mots ou écouter leurs notes vocales qui retranscrivent une réalité similaire à la mienne, des sentiments similaires aux miens dans cette période si particulière, vraiment profondément ça m'aide. Donc j'espère que cet épisode quelque part aura peut-être lui aussi aidé certaines d'entre vous qui ont pu ou qui peuvent traverser la même chose. Ah oui, parce que autre chose que je vous ai écrit et dont j'ai envie de vous parler, parce que je pense que ça va me faire du bien de lire vos retours. Je n'ai absolument rien de prêt pour l'arrivée du bébé. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Enfin, rien au moment où j'enregistre cet épisode, à part quelques bodys trop mignons, des petits chaussons, des bavoirs ou 2-3 vêtements. Peut-être que ça aura changé au moment de la publication de cet épisode dans quelques semaines. Je me le souhaite en tout cas. Car là, le bébé n'a pas grand-chose. Il n'a même pas de maison. En réalité, mon bébé est pour l'instant sans domicile fixe. Notre projet d'achat de villa a connu pas mal de contretemps, et ce sera d'ailleurs l'occasion de vous enregistrer un podcast, un épisode spécial immobilier, car ce sont des retours d'expérience et des anecdotes qui valent vraiment le détour. On est censé signer l'acte de vente définitif et récupérer donc les clés de notre premier achat commun, cette très belle villa sur la Côte d'Azur, au 1er août, maximum. Sachant que vraisemblablement au mois d'août, bébé pourra sortir à tout moment, qu'on soit dans la configuration de la césarienne programmée un peu en avance ou dans celle d'un accouchement classique. Alors évidemment, les timings ne sont pas idéaux. Effectivement, la marge de manœuvre est extrêmement fine et oui, ça me stresse un peu. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est que je devrais recevoir un super siège auto. Donc déjà, bébé pourra sortir de la maternité dans de bonnes conditions, ainsi qu'une super poussette. Je vais devenir ambassadrice d'une marque de produits de puériculture avec qui je vais travailler pendant plus d'1 an. J'en suis vraiment très fière, parce que je vais vraiment pouvoir les accompagner dans leur stratégie de communication digitale et à titre personnel, tester ce qu'ils proposent et conseiller les futures mamans. Car moi, personnellement, j'ai 1 milliard de questions. Que ce soit sur la grossesse, sur l'arrivée du bébé, sur ses premiers mois, je bombarde ChatGPT toute la journée. Je télécharge des applications qui fonctionnent comme des forums de discussion pour les mamans. Donc, si je peux devenir un relais rassurant et mettre ma visibilité au service des femmes qui vont aborder cette transformation merveilleuse, tant mieux. Je travaille énormément en ce moment. La reprise de mon podcast, déjà, dans cette toute nouvelle envergure et le lancement de notre agence de communication digitale et marketing d'influence avec Max. On a fait le soirée de lancement de l'agence fin mars, en même temps que le mariage, donc oui. On vous racontera ce week-end épique. Et depuis, pas mal de choses se mettent en place. On a signé des créateurs et créatrices de contenu talentueux dans la région. Je leur ai trouvé et négocié leur premier contrat avec de belles marques aux belles valeurs. C'est super satisfaisant et gratifiant.
Max, lui, il a une véritable force commerciale, donc il démarche énormément de clients potentiels, il élargit notre réseau professionnel et il devient un peu comme mon agent à moi, en fait, du coup. Et c'est super agréable parce que ça me décharge un peu. J'ai toujours mené cet aspect-là de ma vie professionnelle toute seule, donc j'ai toujours négocié mes contrats seule, j'ai toujours vendu mon image seule, j'ai toujours eu une relation avec mes clients et avec les marques ou institutions avec lesquelles je collaborais où j'étais seule. Je n'avais pas ne serait-ce qu'un associé ou quelqu'un qui travaillait avec moi. Donc là, ça me décharge, ça me permet de me concentrer à fond sur la réalisation de mes projets. Et c'est super cool. On va pouvoir travailler ensemble de la maison, avant de prendre sans doute des bureaux, ce serait la suite logique. Et c'est un tel luxe, c'est-à-dire que là, notre bébé, il aura papa et maman avec lui tous les jours dans ses premiers mois, dans ses premières années même peut-être. On va pouvoir se relayer, s'aménager nos temps de travail. Vraiment, c'est ma vie de rêve. À voir, bien entendu, comment elle va se concrétiser exactement et se matérialiser autour de l'arrivée du bébé. Mais ça, franchement, ce n'est pas du tout une source d'angoisse ou d'anxiété. On va gérer le mieux possible. On fera certainement des erreurs. Il y aura évidemment besoin de plein d'ajustements. Mais je pense qu'on sera vraiment dans un contexte idéal, à mes yeux en tout cas. Voilà. Ça me paraît pas mal pour une reprise, pour débuter cette nouvelle saison. J'ai comblé ces quelques mois d'absence en rattrapant à peu près tout ce que vous aviez manqué, le principal en tout cas. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Heureuse de vous proposer cette nouvelle formule en saison 2. Merci à Recordia et à Green Bull Media pour les versions filmées, pour ce cadre de tournage idyllique. Merci à vous pour votre écoute. Merci à vous pour vos retours. J'espère qu'ils seront bienveillants vis-à-vis de mes émotions qui ont quelque peu débordé. On se dit de toute façon à la semaine prochaine. C'était Agathe Proof dans Oui, mais prenez soin de vous.